Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de data center, consolidation de data center et simplification avec l'hyperconvergence. Avant de démarrer, sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible environ une demi-heure après que la présentation soit terminée. Donc téléchargeable, éventuellement vous pourrez la partager avec vos collègues qui n'ont pas pu se connecter. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat, donc la partie questions sur votre navigateur de droite. Voilà, donc on va démarrer. Donc je me présente, je m'appelle Laurent Ibard, je suis ingénieur système et également formateur pour Datacore depuis 7 ans maintenant. Donc je m'occupe de toute la partie Europe du Sud. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est en regardant cette photo, c'est pourquoi les data centers ressemblent encore à ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a tout un tas de serveurs, de stockage, beaucoup de câbles, etc. Et donc quand on regarde un petit peu la partie serveur, c'est vrai que milieu des années 80, on a commencé avec des serveurs, du disque embarqué. Chaque serveur hébergeait sa propre application. Quand on avait besoin de rajouter une nouvelle application, c'était un nouveau serveur qu'on déployait, donc on avait une consommation autant électrique et aussi d'espace dans les data centers qui était assez importante. Donc une des premières solutions qui a été apportée pour simplifier un petit peu les environnements et les data centers, c'est de virtualiser. Donc la possibilité donc de réduire le nombre de serveurs physiques et de déployer de virtualiser les serveurs physiques sur du VMware ou de l'Hyper-V ou du Citrix. Donc on fait ça depuis 10-15 ans maintenant. Donc ça nous permet de réduire l'empreinte énergétique, d'avoir une meilleure utilisation processeur notamment, et de simplifier un petit peu l'administration. Le problème, c'est que quand on zoome un petit peu et qu'on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe sur la virtualisation des serveurs et qu'on demande un petit peu aux clients quels sont leurs feedbacks, beaucoup de clients nous remontent des problèmes de performance. Problèmes de performance au niveau de leurs applications, problèmes de performance au niveau de leurs applications critiques, donc ça, c'est plutôt impactant. Et généralement, ces problèmes de performance sont liés à des problèmes d'I/O après avoir virtualisé les serveurs. Donc, souvent, pour résoudre ces problèmes d'I/O, le client, une fois qu'il a virtualisé, est amené à rajouter des nouveaux systèmes de stockage, voire rajouter des disques pour avoir plus de bras de disque et donc plus de performance, voire pourquoi pas investir dans du flash. Aujourd'hui, on peut mettre du flash dans des serveurs, mettre du flash sur des baies de stockage ou investir dans des systèmes de stockage full flash. Donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les clients qui ont virtualisé, 3 clients sur 4, pardon, je vais y arriver, ont généralement 4 ou 5 systèmes de stockage différents. Un peu de stockage flash, une baie de stockage qui possède depuis quelques années. Ils ont rajouté ensuite une baie de stockage hybride ou des tiroirs supplémentaires. Donc ça entraîne le constat suivant, l'environnement est de plus en plus complexe à gérer et finalement la virtualisation des serveurs a apporté plus de problèmes qu'autre chose. C'est difficile à manager au quotidien. Donc, pour avoir une meilleure efficacité, flexibilité et consolidation, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hyperconvergence. Il y a différents acteurs sur le marché. Donc, et quand on regarde un petit peu les analyses du Gartner, l'IDC, etc., on voit clairement que la tendance à l'hyperconvergence est vraiment présente. Il y a quasiment plus de 45% des clients qui ont déjà virtualisé qui se posent la question maintenant de passer à l'hyperconvergence pour simplifier les environnements. Donc, si on devait comparer les deux systèmes, l'hyperconvergence, sur la gauche, qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est un serveur avec du processeur, de la RAM, du stockage, du réseau, et c'est le même serveur qui va à la fois gérer la partie compute, donc la partie machine virtuelle, application, réseau et stockage. De l'autre côté, la partie converge cluster, c'est du serveur avec qui héberge les machines virtuelles et le stockage se retrouve généralement sur une baie de stockage SAN externalisée.
Les solutions d'hyperconvergence, on va retrouver des noms comme VMware vSAN, VMware EvoRail, Nutanix, par exemple. Sur des solutions Converge Cluster, on sera sur des technologies VCE Block, Cisco, NetApp, FlexPod. Voilà quelques exemples de solutions sur le marché. L'hyperconvergence annonce de pouvoir solutionner les problèmes de performance et notamment de latence. C'est vrai que quand on regarde les systèmes de stockage, on va annoncer un certain nombre d'IO, mais on peut atteindre beaucoup d'IO en ayant beaucoup de latence. Et c'est pas forcément ce qui va résoudre les problèmes que les clients peuvent rencontrer. Ce qui est important aujourd'hui, le facteur numéro 1, c'est avoir une faible latence. Donc, l'hyperconvergence est censée répondre à cette problématique-là. Et donc, du coup, si vous avez une faible latence, on aura tendance à pouvoir remettre nos applications critiques sur de la virtualisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions d'hyperconvergence qui sont plutôt orientées VDI, Remote Office, Branch Office. Donc, l'hyperconvergence, c'est de dire, on peut réduire la latence, donc remettre des applications critiques. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir réutiliser l'existant en termes d'infrastructure sans avoir à remettre en question tous les investissements qui ont été faits par le passé. Alors, pour la partie performance, latence, il y a un acteur sur le marché assez reconnu qui s'appelle SPC, Storage Performance Council. En fait, Storage Performance Council met à disposition un environnement de test de performance base de données. C'est un standard de l'industrie, ça c'est plutôt intéressant, qui est indépendant, c'est pas du tout sponsorisé par différents constructeurs. L'avantage, c'est que tous les résultats sont publics et peuvent être revus, analysés, audités. Ça couvre différents types de stockage, différentes technologies. L'environnement de benchmark qui est utilisé par SPC se rapproche le plus d'un environnement client, avec des accès généralement OLTP, base de données. Également, SPC permet de mettre à disposition, voilà, le coût par rapport à la performance. Parce que faire des millions d'IO, si on ne connaît pas le coût, c'est pas très intéressant. Donc, c'est vrai que quand on regarde sur le marché, les acteurs majeurs de l'industrie font appel à SPC pour avoir un petit peu une tendance, pour avoir en tout cas des audits faits sur leur système de stockage en termes de performance. Avec le Storage Performance Council, fin d'année 2016, on a fait des tests. Et donc, il s'avère qu'avec 2 serveurs, avec du stockage, SSD, un mix de SSD et de SAS, Datacore a atteint des performances de l'ordre de 1,2 million d'IO pour un prix performance de 10 centimes à l'IO et surtout des temps de latence à 100% de charge de 0,22 millisecondes. Ce qui fait aujourd'hui que Datacore est la solution d'hyperconvergence la plus performante du marché. D'ailleurs, si vous allez sur le site Storage Performance Council, tous les résultats sont accessibles gratuitement. Alors, comment on a fait ça en termes de prix et de performance? Eh bien, sur le SPC, l'environnement tournait donc sur 2 serveurs, c'était du Lenovo avec 2 processeurs 18 cœurs. Et donc, la grosse différence par rapport aux solutions traditionnelles qui sont plutôt convergées, c'est que sur les 2 serveurs Datacore qui sont à gauche, nous avons fait tourner à la fois donc la virtualisation, la gestion de l'IO, mais aussi le workload SPC tourné directement sur les serveurs. Donc, on avait à la fois sur ces 2 machines les applications, l'activité des applications et la gestion du stockage par Datacore et toute l'hyperconvergence. Donc, on arrive à une config pour 115 000 $ pour 1,2 million d'IO versus une solution plus traditionnelle, par exemple le système de stockage EMC, où on est sur 435 000 IO, donc on a 3 fois moins d'IO pour un prix supérieur, puisqu'on a 177 000 $, sachant qu'en plus, dans ce prix-là, il est inclus uniquement la partie stockage. Toute la partie serveur qui va permettre de générer les IO, la charge de travail, n'est pas compris dans le prix. Donc, forcément, on est beaucoup moins cher et en plus beaucoup plus performant.
Alors comment on a fait ça? En fait, c'est vrai qu'en termes de latence, et si on regarde les différentes solutions de stockage, la solution Datacore reste la solution la plus rapide puisqu'on est à 0,22 millisecondes. Par exemple, la baie de stockage NetApp est à 0,76, 3 parts on est à 0,80 millisecondes. La baie de stockage Compellent, on est à 4,8 millisecondes de latence. Donc on a des latences très importantes. Donc avec Datacore, on est plutôt sur de très faibles latences, ce qui est vraiment très important. Et surtout, on a également un prix à l'IO qui est 2 fois moins cher que le moins cher qui était jusqu'à présent sur le site SPC, à savoir 3 parts à 0,23 centimes. On a divisé les coûts par 2 et on a augmenté les performances. Alors, autre comparaison assez intéressante, c'est Nutanix. C'est vrai que Nutanix a publié sur des réseaux sociaux des informations de performance. Donc on peut voir que Solution Architect annonce un environnement Nutanix qui fait tourner 116 VM à 340 000 IO. Donc 116 machines virtuelles à 340 000 IO, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu plus en détail, ce qu'on constate, c'est que malgré tout, pour faire tourner ces 116 machines virtuelles, on a eu besoin de 16 serveurs physiques et que la latence moyenne, alors c'est à droite, c'est écrit un petit peu petit, mais ce qu'on voit, c'est que la latence est à 1,36 millisecondes pour faire tourner ces 116 machines virtuelles au travers de 16 nœuds Nutanix physiques. Si on regarde un petit peu dans la presse, c'est vrai qu'il est très difficile de trouver en fait des résultats de performance sur l'environnement Nutanix. D'ailleurs, si vous regardez les conditions générales End User License Agreement de Nutanix, il est écrit qu'il n'autorise pas un client ou un partenaire à publier des informations de performance sans que Nutanix ait plus ou moins validé avant les résultats. Donc, il y a tout un article qui a été fait par Storage Review qui est disponible. Vous avez le lien en bas à droite qui vous explique un petit peu la face cachée de Nutanix et des performances. Donc, pour recentrer le débat sur Datacore, donc évidemment on a regardé ce qu'on pouvait faire déjà avec 2 nœuds. Donc donc 2 serveurs, Lenovo pareil, avec la couche VMware cette fois-ci. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le système pouvait faire tourner en moyenne 4380 IO par machine virtuelle. Et on avait un total, au travers de 2 nœuds, de 263 000 IO, donc, qui est un bon résultat. Donc, c'est moins bon que Nutanix avec 16 nœuds. Mais quand on regarde, Nutanix avec 16 nœuds, on était un peu plus de 300 000 IO. On voit très bien qu'avec Datacore, il suffit de rajouter en scale-out un 3e nœud pour atteindre quasiment 400 000 IO. Alors, évidemment, sur 16 nœuds, eh bien, Datacore peut atteindre plus de 2 millions d'IO. Donc, on a de très très bonnes performances. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le serveur Datacore faisait tourner 60 machines virtuelles, enfin la paire de serveurs Datacore, 60 machines virtuelles. Donc on est à peu près à 30 machines virtuelles par serveur, mais on est vraiment sur un environnement hautement disponible, sachant que si on perd un serveur physique, les 60 machines virtuelles vont se retrouver sur le 2e serveur physique et que ça tourne très confortablement et qu'on est toujours environ à 4000 IO par VM en étant sur un seul nœud. Donc si on devait comparer, la solution Nutanix propose en moyenne 20 000 IO, 21 000 IO par serveur physique, par host, là où Datacore en propose 132 000. On est sur une moyenne de 30 VM par host versus 7 VM pour Nutanix. On fait tourner à peu près 150% de performance en plus par machine virtuelle, soit 4400 IO versus 3000. La latence, ça c'est le plus important, est divisé par 3. Donc on est à 272% plus performant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en termes de matériel et de ressources de stockage, on n'a pas forcément mis plus de puissance. Bien au contraire, on peut voir d'ailleurs sur la quantité de RAM, on a moins de RAM que sur l'environnement Nutanix. Donc la conclusion, c'est que on va faire tourner 4 à 6 fois plus, enfin on va avoir besoin de 4 à 6 fois moins de serveurs physiques pour faire tourner l'équivalent Nutanix sur Datacore. Et on est vraiment sur une solution full redondante N+1.
Comment on atteint ça? Eh bien, on a implémenté dans notre produit une technologie qui s'appelle Parallel IO. Donc, ce qu'on voit clairement sur la partie de gauche, là, c'est que sans la technologie Parallel IO, les IO sont traités de façon séquentielle. Les processeurs multicœurs des systèmes hyperconvergés ne sont pas utilisés de façon optimale. Il y a une file d'attente qui est gérée au niveau des IO et les IO sont traités les unes après les autres. Et bien souvent, quand on regarde la consommation de processeurs des environnements hyperconvergés, on voit clairement que les processeurs sont pas tant utilisés que ça. La RAM, oui, par les machines virtuelles, mais les processeurs sont plutôt sous-utilisés. Aujourd'hui, on peut avoir des sockets jusqu'à 24 cœurs. Donc, les applications ne sont pas forcément développées pour exploiter toute la puissance de processeurs qu'on peut avoir par socket. La technologie DataCore, c'est ce qu'on voit dans l'animation de droite, c'est simplement être en mesure d'allumer dynamiquement tous les processeurs qu'on a à disposition afin de traiter les IO de façon parallèle et non plus de façon sérialisée. Donc, en gros, 4 nœuds DataCore vont faire le travail de 20 puisqu'on va vraiment exploiter toute la puissance CPU qui est à notre disposition. Ça, c'est un premier cas qui explique pourquoi on peut avoir gagné en performance avec DataCore. Donc, en gros, Parallel IO permet de diviser par 5 le temps de traitement, de pouvoir faire beaucoup plus avec moins de matériel, donc d'économiser. Autre facteur performance, c'est le cache. DataCore utilise la RAM pour faire office de cache au niveau des IO en lecture-écriture. Donc c'est, on va dire, notre tier 0. Toutes les IO passent par la RAM et ensuite la RAM destage les données sur les différentes classes de stockage qu'on peut avoir à disposition, du flash, du SAS, du SATA, voire même du stockage dans le cloud. DataCore permet de fédérer tout type de stockage disponible aujourd'hui sur le marché, que ce soit du stockage dans un serveur, du stockage sur une baie de stockage, FC, iSCSI, SAS, FCOE, ou du stockage dans le cloud. La solution d'hyperconvergence, généralement, est dédiée à du stockage interne au serveur. Grâce à DataCore, l'hyperconvergence peut permettre de pouvoir rajouter soit des baies de stockage supplémentaires sans forcément rajouter des nœuds supplémentaires et du compute, ou l'inverse, rajouter simplement des nœuds et du compute sans forcément rajouter de stockage. On a la souplesse de pouvoir faire évoluer sa solution hyperconvergée, on est très granulaire. Autre élément différenciateur, c'est que la haute disponibilité avec DataCore en hyperconvergé peut démarrer avec un minimum de 2 nœuds local dans une salle. Et c'est exactement la même chose si on est sur un stretch cluster, 2 nœuds suffisent. Là où différentes solutions d'hyperconvergence vont d'une part, même sur un stockage local, nécessiter un quorum, et sur un stretch cluster, il faudra un minimum de redondance par site pour pouvoir faire une haute disponibilité. Donc on va parler de 4 voire à 6 serveurs, donc au minimum de 3 serveurs physiques hyperconvergés chez Nutanix ou autre par SAT. Donc on va dire, la solution hautement disponible, la plus simple et la moins chère du marché. Alors on parle d'hyperconvergence avec DataCore, mais on peut également parler de convergence en prenant des serveurs, on les remplit de disques et puis on va transformer un serveur du marché en baie de stockage qui va provisionner des LUN à des clients physiques externes en Fiber Channel ou en iSCSI, donc en mode bloc. Et on a aussi la possibilité de mettre des appliances DataCore, ce qu'on appelle nous des Virtualized Storage Servers, qui vont permettre de virtualiser des baies de stockage SAN existants que vous pourriez posséder. Donc 3 types de déploiement, hyperconvergé, convergé ou alors Virtual Storage Server. L'avantage, c'est qu'avec DataCore, on a toujours une seule console d'administration pour gérer l'ensemble des environnements. Que j'ai un environnement de virtualisation de stockage, de BSAN externe, d'hyperconvergence, de Remote Office, Branch Office, ou de PRA, on aura toujours la même console d'administration avec gestion des différents utilisateurs et droit d'accès à l'environnement.
Donc, les avantages de l'hyperconvergence par Datacore, c'est une solution qui propose le meilleur prix-performance. On a la solution hyperconvergée la plus performante du marché, 2 nœuds, 1,2 million d'IO SPC. Les temps de latence les plus faibles du marché à 100% de charge. Ça, c'est très important. On peut faire beaucoup plus avec moins, c'est-à-dire faire monter un environnement assez important tout en restant sur un investissement de 2 serveurs. On peut faire du scale-out au niveau stockage, tout en étant indépendant de la partie compute. On a une solution hyper convergente qui supporte le Fiber Channel et pas uniquement la SCSI. Une seule console d'administration. On supporte tous les hyperviseurs. La solution hyper convergée peut également présenter du stockage à des environnements qui ne sont pas virtualisés, ce qui n'est pas le cas notamment de VMware vSAN, qui est exclusivement pour vSphere. On est indépendant du matériel et on a tout un tas de fonctionnalités qui est disponible au travers de tout type de stockage, que ce soit du stockage DAS, SAN et ou cloud. Alors, j'avais une question, excusez-moi, j'avais pas vu. Quelle est la différence entre un cluster Converge et Virtual Storage Server? Alors, merci pour votre question. Je vais y répondre. Je vais revenir du coup sur le range de déploiement, qui est juste ici. La différence entre Converge Server SAN et Virtual Storage Server, généralement, on fait du Virtual Storage Server. Donc, on met des serveurs qui n'ont pas forcément des serveurs Datacore physiques qui n'ont pas forcément de disque embarqué, quand on adresse un client qui possède déjà des baies de stockage, qui a soit un problème de performance, soit un besoin de PCA, de PRA, donc qui a envie finalement de faire évoluer son environnement sans remettre en question les investissements. On ne va pas arriver avec une solution où on va dire, ben voilà, monsieur le client, les investissements que vous avez faits, tout le matériel que vous avez, on le jette et on va remettre une nouvelle solution. Non, on peut réutiliser l'existant, donc on peut mettre Datacore juste sur des serveurs 1U. Il suffit d'utiliser quelques ports PCI de dispo avec un peu de carte FC et ou carte réseau en fonction de l'environnement et se connecter sur des BSAN existantes. Alors que la solution Converge Server SAN, c'est de dire voilà, je suis peut-être un client qui est dans une réflexion de refonte de mon architecture. Tout mon matériel arrive en fin de support. Je peux me poser la question aujourd'hui avec les solutions proposées par Datacore. Est-ce que je réinvestis dans une baie de stockage et je repars sur 3 ans de support, je repaye des fonctionnalités que je sais qu'au bout de 3 ans ou de 5 ans, mais quand ma baie de stockage va arriver en fin de support, à nouveau, je vais jeter, quand je vais jeter ma baie, je vais jeter toutes les licences et tous les logiciels que j'ai payés. Soit je repars sur une solution classique, soit je me dis finalement une baie de stockage, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un serveur rempli disque avec du processeur, de la RAM et un firmware. Donc finalement, si je prends un serveur standard du marché, un serveur 3650 chez Lenovo, un R730 chez Dell, un DL380 chez HP, pour en citer 3, c'est des serveurs de U avec 24 emplacements disques. Donc déjà, je peux mettre pas mal de disques dans mon serveur. Je mets du processeur, je mets de la RAM pour du cache, je mets des cartes réseau, des cartes Fiber Channel, le logiciel Datacore, et finalement, j'ai transformé un serveur en une solution de stockage, un serveur SAN. Donc voilà la différence entre les deux. C'est j'ai une baie de stockage, déjà, elle est encore sous support, mais je veux lui apporter lui donner une seconde vie avec de la performance, de la haute dispo avec un plan de continu d'activité. Je peux rajouter un serveur Datacore au-dessus, sans forcément mettre du disque dans ce serveur-là, puisque j'ai déjà le stockage sur ma baie. Ou alors j'ai une seule baie de stockage et je veux la mettre en miroir, faire un PCA, mais j'ai pas envie d'acheter une deuxième baie de stockage. Eh bien, je peux mettre un serveur Converge SAN avec le stockage embarqué à l'intérieur, et au-dessus de ma baie existante, je mets juste un serveur virtuel. J'espère que cela a répondu à votre question. Autre question, le modèle hyperconvergé Datacore et la virtualisation sont côte à côte. Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Pour le modèle hyperconvergé, Datacore et la virtualisation sont côte à côte. Alors, en fait, pour le modèle hyperconvergé, si j'ai bien compris votre question, en fait, Datacore n'est pas sur le kernel de virtualisation. On reste une machine virtuelle sur l'hyperviseur.
que ce soit du VMware, du Citrix, du KVM, on reste une machine virtuelle. Et en fait, cette machine virtuelle-là va prendre le stockage interne du serveur et le représenter en iSCSI ou en Fiber Channel au serveur lui-même ou à tous les serveurs qui font partie du cluster de l'hyperviseur. Je ne sais pas si c'était ça répond à votre question. Ok, très bien. Donc, si pas d'autres questions, je vais passer à la suite. Hop. Donc sur la partie les avantages d'hyperconvergence, je les avais balayés. Donc un use case, en fait, une agence gouvernementale, en fait, qui fait de la communication. Alors en fait, là, c'est en fait tout simplement tout ce qui gère le 911 aux États-Unis. Ils avaient une cinquantaine de machines virtuelles sur quatre hosts et une baie de stockage externe avec une cinquantaine de terras. Le challenge était de réduire les latences au niveau des applications critiques, notamment l'environnement SQL. Les temps de latence étaient à 200 millisecondes. Donc c'est un peu énorme. Imaginez dans l'urgence, vous appelez le 911 et là on vous dit attendez, mon application ne répond pas ou est un peu longue. C'est pas l'idéal, on va dire. Et l'autre challenge, c'était également de réduire les coûts CAPEX et OPEX. Donc en fait, on est passé d'une solution classique, on va dire 4 serveurs, baie de stockage, convergés, VMware, vers une solution hyperconverge DataCore. Donc on a une infrastructure qui est de 60% moins importante en termes de matériel, donc on a forcément un impact sur les coûts. On a réduit les coûts et on a également réduit les coûts en termes de licences VMware, puisqu'on a réduit le nombre de serveurs. Et donc, on a également, évidemment, comme vous en doutez, augmenté les performances. Donc, les bénéfices de DataCore, je reprends peut-être une question supplémentaire. Hop. Parallel IO et RAM Cache apportent un gain de performance concernant l'auto-tiering. Alors, Parallel IO et RAM Cache, on va dire que dans l'auto-tiering, c'est le tier 0. Et puis l'auto-tiering, DataCore fait du tiering automatique, donc on va déplacer en temps réel la donnée à l'endroit le plus approprié selon sa fréquence d'accès sur les différentes classes de stockage que pourrait posséder voie DataCore finalement. Il y a du flash, du SAS, du NIRAM SAS. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'ai pas trop saisi la question. Bon. Éventuellement on y reviendra par la suite. Ouais, ok. Donc la solution DataCore, donc ça c'est bon. Sur les bénéfices de DataCore, alors quand on fait un audit ça a été organisé par Tech Validate, en fait une étude sur les clients DataCore. Aujourd'hui, ce que les clients remontent comme information, c'est une augmentation des performances au moins par 3, voire plus. On réduit les interruptions de service grâce notamment au plan de conduite d'activité. Donc on a 50% de plus. On augmente l'utilisation du stockage grâce à une optimisation et une agrégation des différents environnements, donc avec du sync provisioning, de la dédupe, de la compression. On réduit les coûts. Ce qui est très important, c'est que DataCore reste un logiciel qui va apporter du service et des fonctionnalités à tout type de stockage, que je sois sur une solution hyperconverge, converge ou virtualisation de SAN externe. Le logiciel reste indépendant du matériel. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des mises à jour matérielles sans remettre en question les investissements. Quand on discute avec des clients de DataCore aujourd'hui, beaucoup nous disent, ben voilà, moi, toute mon infra a pu changer du sol au plafond. Je suis client DataCore depuis 10 ans, mais je suis également client VMware depuis 10 ans. Donc, il y a deux choses qui ne bougent pas dans mon infra. C'est VMware et DataCore. Ça reste le socle, les logiciels. Et après, le reste, le stockage est vraiment, le matériel, pardon, rendu une commodité. C'est banalisé. Donc, je peux passer d'un environnement physique HP à du Dell, passant par du Lenovo, ou du Cisco, ou Fujitsu ou autre, sans remettre en question, sans avoir à repayer à chaque fois les fonctionnalités. Ça, c'est très intéressant et très important.
Alors, j'ai une question, à partir de quelle version de DataCore est disponible la solution Parallel IO? Donc, Parallel IO est intégré dans tous les niveaux de version, c'est le cœur du produit, on va dire. Le cœur du produit, c'est du cache, des traitements des IO de façon parallèle. Que vous ayez la version qui va gérer 1 Tera ou 1 Peta, vous aurez le même niveau de performance et de criticité. Pour nous, le leitmotiv de DataCore, c'est sécuriser la donnée, garantir les meilleures performances et simplifier l'administration. Donc, ces 3 points sont disponibles, ces 3 axes sont disponibles, quelle que soit la licence DataCore que vous possédez. Vous aurez du cache, de la haute dispo, avec du miroir synchrone et du parallèle IO. Pour ceux qui ne connaissent pas DataCore, DataCore c'est environ 30 000 installations, un peu plus de 30 000 installations, et environ plus de 10 000 clients. On est sur une 10e génération du produit. Le produit s'appelle Sound Symphony. À la base, DataCore était vraiment orienté Software Defined Storage. Début 2000, la version 1 est sortie début 2000, et on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait faire de l'hyperconvergence également. Donc, pour information, voilà, le premier environnement DataCore en machine virtuelle que j'ai installé, j'ai fait ça fin 2005 chez un client, voilà, dans l'est de la France. La technologie de virtualisation, du stockage et de parallèle IO est embarquée, comme je le disais, de base dans toutes les versions. Voilà, on est présent partout dans le monde. Alors, je vais reprendre une question. Dans un cluster hyperconvergé avec DataCore de 4 nœuds, est-ce que les V-disques sont mirorés sur tous les nœuds ou est-ce que c'est du miroir 1 vers 1? C'est du miroir 1 vers 1. En fait, vous avez toujours une géolocalisation de la donnée. C'est un peu l'avantage. Du coup, si vous avez un cluster de 4 nœuds avec 2 nœuds par salle, par exemple, quand vous allez provisionner une nouvelle LUN, vous allez dire, par exemple, que vous avez un assistant qui va vous dire OK, je peux faire un miroir entre les 2 salles. Quel serveur DataCore de chaque salle vous souhaitez utiliser pour faire le miroir? Dans tous les cas, le miroir qui est fait entre DataCore 1 et DataCore 3, par exemple, qui se trouve dans la 2e salle, les 4 nœuds du cluster, VMware, Hyper-V ou ce que vous voulez, verront le miroir. Je fais un miroir entre 2 serveurs, mais c'est les 4 serveurs qui vont accéder à la LUN. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? OK. Le miroir peut être fait en iSCSI ou en Fiber Channel. Et si je décide d'avoir fait, alors pour compléter, si j'ai fait un miroir entre le serveur 1 et 3, et finalement je veux déplacer mon volume entre le nœud 2 et 4, ou 1 et 4, je peux déplacer à chaud le nœud changer les nœuds qui s'occupent du miroir de mon volume. Ça se fait en toute transparence. Voilà, on peut déplacer à chaud, ou selon des règles aussi, les charges de travail. Je peux mettre un serveur aussi en mode maintenance, c'est l'autre qui prend la charge, etc., etc. Donc, les étapes suivantes, c'est, je vous encourage à tester la solution. Donc, sur notre site web, vous pouvez télécharger le produit. Vous avez une version avec toutes les fonctionnalités pendant 30 jours pour 16 Tera environ. Vous pouvez avoir demander une démo. Donc, je peux vous faire une démo live. Donc, vous avez un lien pour faire cette demande-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour ma part, c'est terminé. J'espère que cette présentation vous a plu. À nouveau, le webinar va être disponible en download très rapidement après la fin de la session. Je regarde si j'ai d'autres questions. Non, bon, merci à vous pour votre participation. J'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous n'avez pas eu le temps de les poser, n'hésitez pas à nous contacter. Je n'avais pas mes coordonnées là dans le webinar, mais mon adresse email, c'est laurent.ibars, ibars, @datacore.com. Merci, bonne fin de journée, au revoir.